Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle histoire courte d'Agatha Christie. Je tenais avant cela à vous remercier énormément pour votre soutien et vos messages très bienveillants. Sachez que ça me fait très plaisir. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. L'histoire s'intitule SOS. Ah, dit M. Deansmead avec satisfaction. Il recula d'un pas pour regarder la table ronde d'un air enchanté. La lueur du feu brillait sur la grosse nappe blanche, les couteaux, les fourchettes et les autres ustensiles. Est-ce que tout est prêt? Interrogea Madame Deansmead en hésitant. C'était une petite femme fanée, au visage blême, dont les cheveux rares étaient tirés en arrière et qui paraissait toujours très nerveuse. Tout est prêt, répondit son mari, avec une férocité joviale. C'était un gros bonhomme, au visage rouge, aux épaules tombantes. Il avait de petits yeux porcins qui brillaient sous ses épais sourcils et une lourde mâchoire sans le moindre poil. De la limonade? Interrogea sa femme à voix basse. Il secoua la tête. Non, du thé, cela vaut beaucoup mieux. Regarde le temps. Il pleut et le vent souffle. Une bonne tasse de thé chaud est tout indiqué pour souper, par une soirée pareille. Il cligna de l'œil, continua à regarder le couvert et reprit. Un bon plat d'œufs, du bœuf froid, du pain et du fromage. Voilà ce que je commande pour le souper. Va vite le préparer. Charlotte est dans la cuisine et attend de pouvoir t'aider. Madame Deansmead se leva, pelotonna la laine de son tricot avec soin et murmura. Elle devient très jolie. Ah, le véritable portrait de sa maman. Allons, sors et ne perdons plus de temps. Puis il se mit à marcher dans la pièce en chantonnant. Ensuite il s'approcha de la fenêtre, regarda au dehors et murmura. Affreux temps, il est peu probable que nous ayons des visites ce soir. Il sortit de la pièce et 10 minutes plus tard, sa femme entra en portant un plat d'œufs frits. Elle était suivie de ses 2 filles qui apportaient le reste, des provisions. Madame Deansmead et son fils Johnny fermaient la marche. Le premier s'assit en haut de la table, balbutia une bénédicité et ajouta. Et que soit béni le premier qui inventa les conserves. Que ferions-nous? Je vous le demande. Habitant dans un pays isolé, si nous pouvions de temps en temps ouvrir une boîte de conserve quand le boucher oublie de nous servir. Il se mit en devoir de découper le bœuf en gelée. Je me demande, dit sa fille Madeleine avec humeur, qui a bien pu avoir l'idée de construire cette maison si éloignée de tout? Nous ne voyons jamais personne. En effet, répondit son père. Jamais. Je ne comprends pas pourquoi vous l'avez acheté, papa, dit Charlotte. Vraiment, ma petite? J'ai eu mes raisons. Oui, mes raisons. Tout en parlant, il regarda sa femme à la dérobée. Mais elle fronça les sourcils. Charlotte reprit. Sans compter qu'elle est hantée. Pour rien au monde, je ne voudrais dormir seule ici. Quelle bêtise, déclara son père. Tu n'as rien vu. Je n'ai rien vu, en effet, mais... Mais quoi? Charlotte ne répondit pas, mais elle frissonna. Une forte averse vint frapper les vitres, et Madame Deansmead laissa tomber une cuillère sur le plateau. Serais-tu nerveuse? Interrogea son mari. La nuit est mauvaise, voilà tout. Ne te tourmente pas. Nous sommes ici en sécurité près de notre feu. Il n'y a pas dehors une âme qui puisse nous déranger. Ce serait un miracle si quelqu'un venait. Or, les miracles ne se produisent pas. Non, ajouta-t-il avec une satisfaction étrange, il n'y a pas de miracle. Il achevait sa phrase lorsqu'on frappa soudain à la porte. Deansmead parut stupéfait et murmura. Qui est-ce? Madame Deansmead poussa un petit gémissement et serra plus fortement son châle autour de ses épaules. Madeleine rougit, se pencha en avant et dit. Le miracle s'est produit. Vous feriez mieux d'aller voir qui est là. 20 minutes plus tôt, Mortimer Cleveland était debout sous la pluie et regardait son auto. Il avait vraiment de la malchance. 2 pneus crevés en 10 minutes, et il était là, à des lieues de toute agglomération, au milieu de ces marais isolés, alors que la nuit venait et qu'il n'avait aucun espoir de s'abriter. Il avait eu bien tort de prendre un raccourci, au lieu de rester sur la grande route, car maintenant il était seul sur un vague chemin de charrette sans aucun espoir de faire avancer sa voiture, ne sachant absolument pas s'il y avait un village à proximité. Il regarda autour de lui avec perplexité.
et il vit une vague lueur au-dessus de lui, sur la colline. Puis le brouillard l'enveloppa de nouveau. Mais au bout d'un instant, Cleveland revit la lueur, et après avoir hésité, il abandonna sa voiture et gravit le coteau. Il fut bientôt sorti du brouillard et constata que la clarté venait d'une fenêtre, percée dans un petit cottage où il trouvait au moins un abri. Il accéléra son allure en baissant la tête pour lutter contre le vent et la pluie, qui semblaient vouloir le faire reculer. Cleveland était assez célèbre, bien que peu de gens connussent son nom et ses travaux. Pourtant, il faisait autorité en matière de sciences occultes, et il était l'auteur d'excellents mémoires qui traitaient de subconscient. Membre de la Société des recherches psychiques, il étudiait l'occultisme, d'une nature particulièrement sensible à l'atmosphère. Grâce à un entraînement constant, il avait accru ce don naturel. Quand il atteignit enfin le cottage et frappa à la porte, il fut pris d'une sensation d'excitation comme si ses facultés s'étaient brusquement intensifiées. À l'intérieur, le murmure des voix l'avait frappé, et lorsqu'il frappa, un silence tomba. Puis il entendit le bruit d'une chaise qu'on repoussait. La porte fut ouverte brusquement par un gamin d'une quinzaine d'années. Cleveland regarda par-dessus son épaule et se trouva devant un intérieur semblable au tableau de quelques peintres hollandais. Sur une table ronde, le couvert était mis, une famille assise autour, éclairée par une ou deux bougies et la lueur du feu. Le père, un gros bonhomme, assis d'un côté, et une petite femme aux cheveux gris et à l'air apeuré lui faisaient face. Une jeune fille aux yeux effrayés tenait à la main une tasse qu'elle portait à ses lèvres. Cleveland s'aperçut tout de suite qu'elle était fort belle et présentait un type peu répandu. Ses cheveux d'or rouge entouraient son visage et ses yeux fort écartés étaient des plus beaux gris. Sa bouche et son menton la faisaient ressembler à une madone des primitifs italiens. Il y eut un instant de complet silence, puis Cleveland entra dans la pièce et exposa sa situation. Quand il acheva, un silence assez bizarre tomba. Puis, comme s'il hésitait, le père se leva en disant « Entrez, monsieur Cleveland. Avez-vous dit… » « Oui, oui, c'est mon nom, » répondit Mortimer en souriant. « Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors, n'est-ce pas? Venez vous mettre près du feu. »« Ne peux-tu pas fermer la porte, Johnny? Tu vas rester là toute la nuit ?» Cleveland s'avança et s'assit sur un tabouret de bois, près du feu. Le gamin repoussa le battant. « Je me nomme Dean Smith, » reprit le maître de la maison, d'un ton devenu aimable. « Voilà ma femme et mes deux filles, Charlotte et Madeleine. » Pour la première fois, Cleveland vit le visage de la jeune fille qui était assise en lui donnant le dos. Il la trouva tout aussi belle que sa sœur, mais d'une façon absolument différente. Très brune, le visage d'une pâleur marmoréenne, elle avait un nez aquilin, très fin, et une bouche sévère. L'ensemble était austère et presque rébarbatif. Elle répondit à la présentation de son père en inclinant la tête et fixa sur Cleveland un regard d'une intensité saisissante, comme si elle le jaugeait. « Voulez-vous quelque chose à boire, monsieur ?» demanda Dismet. « Merci beaucoup, » répondit Mortimer. « Une tasse de thé me serait très agréable. » Dismet hésita un instant, puis s'empara l'une après l'autre de 5 tasses et les vida dans un bol en disant brusquement « Le thé est froid. Fais-en d'autres, maman. » Madame Dismet se leva et sortit en emportant la théière. Mortimer eut l'impression qu'elle était heureuse de s'éloigner. La théière ne tarda pas à réapparaître et on servit du bœuf froid aux convives inattendus. Dismet parla sans arrêt. Il se montra loquace, aimable et confiant. Il donna à l'étranger un aperçu complet de son existence. Retiré récemment du métier d'entrepreneur qui lui avait procuré une bonne aisance, bien qu'ils n'eussent jamais vécu à la campagne, sa femme et lui choisirent de s'y installer. Certes, octobre et novembre ne semblaient pas le moment le mieux indiqué, mais ils ne voulaient pas trop attendre et avaient acquis ce cottage. Il se situait à 12 kilomètres de tout lieu habité et à 30 d'une ville. Il ne s'en plaignait pas. Les jeunes filles jugeaient l'endroit un peu monotone, mais sa femme et lui aimaient le calme. Il continuait à parler en étourdissant Mortimer de son bavardage. Il n'y avait là rien d'anormal et pourtant, dès le premier coup d'œil, Cleveland avait perçu une sorte de tension qui émanait d'un des habitants. Il ne savait lequel. Puis il se jugea ridicule et pensa que son système nerveux le trahissait. Ces gens avaient simplement été saisis par sa brusque apparition. Il s'inquiéta de son logement pour la nuit et Dismith lui répondit aussitôt.
Il va falloir rester avec nous, monsieur, car vous ne trouverez aucun gîte à des lieues à la ronde. Nous pouvons vous donner une chambre, et bien que mon pyjama soit un peu trop large, pour vous, cela vaudra mieux que rien. Vos vêtements seront secs dans la matinée. Vous êtes fort aimable. Pas du tout, répondit Dick Smith. Ainsi que je le disais tout à l'heure, personne ne mettrait un chien dehors par une nuit pareille. Madeleine, Charlotte, montez pour préparer la chambre. Les deux jeunes filles sortirent, et au bout d'un instant Mortimer les entendit marcher au-dessus de sa tête. « Je comprends que deux jolies jeunes filles comme les vôtres se trouvent un peu isolées ici, dit Cleveland. Elles ne sont pas laides, n'est-ce pas? Répondit Dick Smith avec une fierté toute paternelle. Certes, elles ne ressemblent ni à leur mère ni à moi, car nous ne sommes pas très beaux, mais nous sommes profondément attachés l'un à l'autre, n'est-ce pas, Maggie? Madame Dick Smith sourit un peu. Elle avait recommencé à tricoter et ses aiguilles cliquetaient, car elle allait très vite. Peu après, les sœurs revinrent déclarer que la chambre était prête, et Mortimer, après avoir remercié de nouveau, dit qu'il allait se reposer. « As-tu mis une boule d'eau chaude dans le lit ?» demanda madame Dick Smith. « Oui, maman, 2. »« C'est parfait, » déclara son mari. « Montez, mes petites, et assurez-vous que notre hôte n'a besoin de rien d'autre. » Madeleine passa la première, en tenant haut la chandelle. Charlotte suivit. La chambre était agréable, petite, mansardée, mais le lit paraissait confortable, et les quelques meubles étaient en vieil acajou. Un grand pot d'eau chaude était posé dans la cuvette, un pyjama très vaste étalé sur une chaise, et le lit préparé. Madeleine s'approcha de la fenêtre pour s'assurer qu'elle était bien fermée. Charlotte jeta un dernier regard sur la table de toilette. Puis toutes deux se dirigèrent vers la porte. « Bonsoir, monsieur. Vous êtes sûr qu'il ne vous manque rien? »« Non, merci, mesdemoiselles, j'ai honte de vous avoir donné tant de peine. Bonsoir. »« Bonsoir. » Elles sortirent en fermant la porte derrière elles. Mortimer Cleveland resta seul et se déshabilla lentement d'un air pensif. Lorsqu'il eut revêtu le pyjama rose de M. Dick Smith, il rassembla ses vêtements mouillés et les mit dans le corridor, ainsi que son hôte lui avait conseillé. La voix basse de Dick Smith montait du rez-de-chaussée. Que cet homme était donc bavard, et d'ailleurs bizarre, mais en réalité il émanait quelque chose d'étrange de toute cette famille, à moins que ce ne fût seulement son imagination à lui. Il entra dans la chambre, ferma la porte, puis demeura debout auprès du lit. Perdu dans ses pensées, tout à coup il tressaillit. La table en acajou proche du lit était couverte de poussière, et dans cette poussière, on avait tracé 3 lettres, fort visibles. S.O.S. Mortimer sursauta, comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. Il y avait là une confirmation de tous ses vagues pressentiments. Il existait quelque chose d'anormal dans cette maison. S.O.S. Un appel au secours. Mais quelle main l'avait écrit? Dans la poussière, celle de Madeleine ou celle de Charlotte? Cleveland se souvenait qu'elles étaient restées toutes deux au même endroit pendant un instant avant de sortir de la pièce. Laquelle avait furtivement touché la table pour y inscrire ces 3 lettres? Il évoqua les 2 visages. Celui de Madeleine était sombre et fermé. Celui de Charlotte, avec ses grands yeux, exprimait l'effroi. Son regard avait même une étrange lueur. Il alla jusqu'à la porte et l'ouvrit. La voix sonore de M. Dick Smith ne se faisait plus entendre. La maison était calme. Mortimer pensa. « Je ne puis rien faire ce soir. Demain, nous verrons. » Cleveland s'éveilla tôt et descendit dans le jardin. La matinée était fraîche et ensoleillée. Quelqu'un d'autre s'était également levé de bonne heure, et au fond du jardin il aperçut Charlotte qui, appuyée contre la barrière, regardait les collines. Les pulsations de son cœur s'accélérèrent, tandis qu'il s'apprêtait à la rejoindre, car dès le début, il avait été convaincu que le message venait d'elle. Lorsqu'il s'approcha, elle se retourna et lui souhaita le bonjour. Son regard était franc, ingénu, et ne laissait deviner aucune complicité secrète. « Belle matinée, dit-il en souriant. Le temps contraste totalement avec celui d'hier. C'est certain. » Il brisa une petite branche sur un arbre voisin, et, à l'aide de cette baguette, il commença lentement à écrire sur le sable, à ses pieds. Il traça d'abord un S, puis un O, puis un autre S.
tout en dévisageant la jeune fille, mais il ne vit en elle aucune trace de compréhension. « Savez-vous ce que ces lettres représentent » dit-il à brûle-pourpoint. Charlotte fronça un peu les sourcils et demanda. « Ne sont-elles pas celles que les navires envoient quand ils sont en perdition » Mortimer acquiesça et répondit d'un ton calme. « Quelqu'un les a tracées hier soir sur ma table de chevet. J'ai pensé que ça pourrait être vous. » Elle le regarda en ouvrant tout grand les yeux et répondit. « Moi ? Oh non !» Donc il s'était trompé. Il en éprouva un vif désappointement car cela lui arrivait bien rarement. Il insista. « Êtes-vous bien certaine ?»« Oh oui !» Ils se retournèrent et marchèrent lentement vers la maison. Charlotte paraissait préoccupée et répondit au hasard à quelques remarques que fit son compagnon. Soudain, elle s'écria d'une voix basse et anxieuse. « C'est très curieux que vous me posiez cette question au sujet de ces 3 lettres SOS. Bien entendu, je ne les ai pas tracées, mais j'aurais pu le faire. » Cleveland s'arrêta et la dévisagea, et elle reprit très vite. « Cela paraît ridicule, je le sais, mais j'ai eu peur, tellement peur. Quand vous êtes entré hier soir, il m'a semblé que vous apportiez une réponse. »« De quoi avez-vous peur » dit-il vivement. « Je ne sais pas. »« Vous ne savez pas ?»« Je crois que c'est de la maison, car depuis que nous sommes arrivés ici, ma frayeur n'a fait que grandir. Tous ceux qui m'entourent me paraissent changés. Mon père, ma mère, Madeleine, sont très différents. » Mortimer ne répondit pas tout de suite, et Charlotte continua. « Savez-vous que l'on dit que cette maison est hantée ?»« Comment ?» Son intérêt s'éveilla immédiatement. « Un homme y a assassiné sa femme il y a plusieurs années. Nous ne l'avons appris qu'après avoir emménagé. Mon père déclare que c'est ridicule de penser aux fantômes, mais je ne suis pas sûr. » Mortimer réfléchissait rapidement et demanda d'un ton calme. « Est-ce que cet assassinat a été commis dans la chambre que j'ai occupée cette nuit ?»« Je ne sais rien à cet égard, » répondit Charlotte. « Je me demande, » ajouta Cleveland, comme se parlant à lui-même. « Oui, il est possible que ce soit cela. » La jeune fille le regarda sans comprendre, et il reprit. « Avez-vous jamais eu l'idée que vous possédiez des qualités de médium ?» Elle le dévisagea avec stupeur, et il reprit doucement. « Je pense que c'est vous qui avez écrit les lettres SOS hier soir, tout à fait inconsciemment, du reste, car un crime pollue l'atmosphère et un esprit aussi sensitif que le vôtre peut en être impressionné. Vous avez reproduit des sensations et des impressions de la victime. Il y a des années, elle a sans doute écrit SOS sur cette table, et vous avez agi comme elle hier soir. » Le visage de Charlotte s'éclaira. « Je comprends, dit-elle. Vous pensez que c'est là une explication ?» Quelqu'un appela dans la maison et elle rentra seule, laissant Mortimer se promener dans les allées du jardin. Il se demandait s'il était satisfait de l'explication qu'il lui avait donnée. Les faits qu'il connaissait en étaient-ils éclairés et la tension qu'il éprouvait en entrant la veille dans cette maison en découlait-elle? C'était possible. Pourtant, il lui restait l'étrange impression que son arrivée inopinée avait effrayé les habitants. « Je ne dois pas me laisser emporter par une simple explication psychique, pensa-t-il. Elle peut être exacte en ce qui concerne Charlotte, mais pas les autres, car mon arrivée les a tous bouleversés sauf Johnny. Quel que soit le mystère, Johnny n'y est pas mêlé. » En cet instant, le jeune homme sortit du cottage et s'approcha de l'invité, auquel il dit gauchement. « Le déjeuner est prêt, voulez-vous entrer ?» Mortimer remarqua que les doigts de l'adolescent étaient extrêmement tachés. Johnny surprit son regard et se mit à rire. « Je suis sans cesse en train de tripoter les produits chimiques, » déclara-t-il. « Papa est furieux car il veut que je devienne architecte, tandis que moi, il n'y a que la chimie et les recherches de laboratoire qui m'intéressent. » M. D. Smith parut à une fenêtre, jovial, souriant, et, en le voyant, toute la méfiance de Mortimer se réveilla. Madame D. Smith était déjà assise devant la table servie et lui dit bonjour de sa voix sans timbre. Cleveland eut à nouveau l'impression que pour une raison ou pour une autre, elle avait peur de lui. Madeleine entra à la dernière, adressa un léger salut à Mortimer, s'assit en face de lui et lui demanda brusquement « Avez-vous bien dormi ? Votre lit était-il bon ?» Elle le regardait attentivement et, quand il répondit affirmativement, il crut déceler sur son visage une expression de désappointement. Quelle réponse
Attendait-elle donc de lui? Se tournant vers son hôte, Mortimer lui dit: Votre fils paraît s'intéresser à la chimie. Il y eut un bruit sec, car madame Dismith avait laissé tomber sa tasse de thé. Voyons, Maggie, voyons, dit son mari. Mortimer eut l'impression qu'il mettait sa femme en garde. Puis il se tourna vers son invité et se mit à discourir sur les avantages de la construction et l'inconvénient qu'il y avait à laisser des garçons se croire supérieurs à leur milieu. Après le déjeuner, Cleveland sortit dans le jardin pour fumer. Il était évident qu'il lui faudrait bientôt quitter cette maison. Demander une nuit d'hospitalité était facile, mais il était malaisé de s'attarder sans excuse. Et laquelle pourrait-il offrir? Pourtant, il n'avait guère envie de s'éloigner. Tandis qu'il réfléchissait à la question, il prit un sentier qui le conduisit de l'autre côté de la maison. Ses souliers avaient des semelles de crêpe et ne faisaient aucun bruit. Il passait devant la fenêtre de la cuisine quand il entendit parler d'Smith, et ce qu'il disait attira tout de suite l'attention de Cleveland. « C'est une grosse somme d'argent, n'est-ce pas ?» Madame Dismith répondit, mais trop bas pour que Mortimer pût l'entendre. Toutefois son mari répliqua. « Près de 60 000 livres, a dit l'homme de loi. Cleveland n'avait aucune intention d'écouter aux portes, et cependant il s'éloigna pensif. Cette allusion à une somme d'argent lui paraissait situer la question et la rendre plus claire et plus sinistre. Madeleine sortit du cottage, mais son père la rappela. Dismith ne tarda pas à rejoindre son invité et s'écria gaiement. « Magnifique matinée! J'espère que votre auto n'est pas trop détériorée. » « Il veut savoir où je vais, pensa Cleveland. Mais il remercia Dismith pour son aimable hospitalité. « Ce n'est rien, dit l'autre. Charlotte et Madeleine sortirent ensemble de la maison et se dirigèrent, bras dessous, vers un banc rustique. La tête brune et la tête blonde contrastaient agréablement, et, mu par une impulsion, Cleveland dit: « Vos filles ne se ressemblent guère, monsieur. » Celui-ci, qui était sur le point d'allumer sa pipe, fit un mouvement brusque et laissa tomber l'allumette. « Vous trouvez ? C'est du reste exact. » Mortimer eut un éclair de compréhension et continua d'un air calme. « D'ailleurs, toutes deux ne sont pas vos filles. » Il vit Dismith le regarder, hésiter, puis prendre un parti. « Vous êtes fort intelligent. En effet, l'une d'elles est une enfant trouvée. Nous l'avons adoptée, alors qu'elle était un bébé. Nous l'avons élevée comme si elle était de nous. Elle-même ignore absolument la vérité, mais il faudra bien qu'on le lui dise un jour. » Il soupira, et Mortimer répondit avec calme. « Question d'héritage, sans doute. » Dismith lui jeta un regard soupçonneux, puis parut juger qu'il valait mieux être franc, et se montra presque agressivement sincère. « C'est curieux que vous disiez cela, monsieur. »« Télépathie, » répondit Mortimer en souriant. « Voici ce qu'il en est, monsieur. Nous l'avons recueilli pour rendre service à sa mère, contre une somme d'argent, car à cette époque, je commençais juste à travailler. Il y a quelques mois, j'ai lu dans les journaux une annonce, et j'ai eu l'impression que l'enfant en question devait être Madeleine. Je suis allé voir les notaires et nous avons entamé de longues discussions. Ils étaient un peu soupçonneux, naturellement. Mais à présent, tout est arrangé. Je vais emmener la petite à Londres la semaine prochaine. Jusqu'à présent, elle ne sait rien. Son père était un juif très riche qui n'a appris son existence que peu de temps avant sa mort. Il avait chargé des gens de la retrouver et il lui a laissé toute sa fortune. » Mortimer écoutait avec la plus grande attention. Il n'avait aucune raison de mettre en doute le récit de Dismith, car cela expliquait pourquoi Madeleine était aussi brune et sans doute aussi son aspect distant. Toutefois, il pensa que, bien que l'histoire pût être exacte, il y avait des détails cachés. Mais il ne voulait pas faire naître des soupçons chez son interlocuteur. Au contraire, il lui fallait le rassurer. « Voilà un cas fort intéressant, monsieur, dit-il. Et je complimente mademoiselle Madeleine, une riche et belle héritière, qui va devant un bel avenir. »« Certes, répondit Dismith, et de plus, c'est une fille remarquable. » Il s'exprimait avec chaleur. « Il faut que je m'en aille maintenant, dit Mortimer, et je dois vous remercier encore pour votre hospitalité si bienveillante. » Il entra dans la maison, accompagné par son hôte, pour faire ses adieux à madame Dismith. Debout devant la fenêtre, elle leur tournait le dos, et ne les entendit pas entrer, quand son mari déclara gaiement: « Monsieur Cleveland vient nous dire adieu. » Elle sursauta et laissa tomber ce qu'elle tenait à la main.
Mortimer se baissa pour le ramasser. C'était une miniature peinte dans un style vieillot et qui représentait Charlotte. Cleveland réitéra à Madame Dismid les remerciements qu'il avait déjà exprimés à son mari. Mais il remarqua de nouveau l'air terrifié sur son visage et les yeux furtifs qu'elle lui jetait. Les deux jeunes filles n'étaient pas visibles, mais Mortimer estimait qu'il eût été maladroit de demander à les voir. D'ailleurs, il avait une idée qui ne tarda pas à se montrer exacte. Il s'était éloigné d'environ 400 mètres du cottage en se dirigeant vers l'endroit où il avait laissé sa voiture. Quand les buissons qui bordaient le sentier furent écartés, Madeleine sortit sur le chemin devant lui et déclara « Il faut que je vous parle. » « Je vous attendais, répondit Mortimer. C'est bien vous, n'est-ce pas, qui avez écrit SOS sur la table de ma chambre hier. Elle acquiesça et il reprit. Pourquoi? La jeune fille se détourna et se mit à tirer sur les feuilles d'un arbuste. Je l'ignore, répondit-elle. Je l'ignore vraiment. Voyons, parlez-moi, reprit Cleveland. Elle poussa un profond soupir et reprit. J'ai l'esprit pratique, je ne suis pas de celles qui s'imaginent des choses extraordinaires. Pourtant, j'ai compris que vous croyez aux fantômes et aux esprits. Et quand je vous ai dit qu'il y a quelque chose de mauvais dans la maison, je veux parler de ce qui est tangible. Il ne s'agit pas seulement d'un écho du passé, et cela s'est aggravé depuis que nous sommes ici. Mon père est différent, maman est différente, Charlotte aussi. Mortimer l'interrompit. « Et Johnny ?» demanda-t-il. Elle le dévisagea d'un air approbateur. « Non, dit-elle, maintenant que je réfléchis, Johnny est le seul qui ne soit pas contaminé. Hier, à l'heure du thé, il était parfaitement calme. Et vous? Moi, j'avais peur, une peur d'enfant, sans savoir pourquoi. Et mon père était bizarre. Il n'y a pas d'autre mot. Il a parlé de miracle. J'ai prié pour qu'il s'en produise un, alors vous avez frappé. » Elle se tut brusquement, dévisagea Cleveland et reprit d'un air de défi. « Je suppose que je vous parais folle. » »« Du tout. Extrêmement saine d'esprit, au contraire. Tous les gens sains prévoient le danger quand il est proche d'eux. »« Vous ne me comprenez pas, répondit Madeleine. Je n'avais pas peur pour moi. »« Pour qui alors ?» Elle secoua la tête d'un air étonné et murmura. « Je ne sais pas. » Puis elle reprit. « J'ai écrit SOS par intuition, car j'avais la certitude absurde, sans doute, qu'on ne me permettrait pas de vous parler. Je ne sais pas ce que je voulais vous demander, et je ne le sais pas davantage maintenant. » « Peu importe, dit Mortimer, je le ferai. »« Que pouvez-vous faire ?» Il sourit. « Réfléchir. » Elle le regarda avec inquiétude. Mais il reprit. « Oui, on peut agir beaucoup en réfléchissant. Vous ne croiriez pas à quel point. Hier soir, juste avant le repas, y a-t-il eu un mot ou une phrase qui a attiré votre attention ?» Madeleine fronça les sourcils. « Je ne crois pas, ou plutôt j'ai entendu mon père dire à ma mère que Charlotte lui ressemblait d'une façon frappante. Puis il a ri d'une manière étrange. Cependant, y a-t-il là quelque chose d'anormal ?»« Non, répondit Mortimer lentement, sauf que Charlotte ne ressemble pas à votre mère. » Il garda le silence pendant un instant, leva les yeux et constata que la jeune fille semblait anxieuse. « Rentrez, mon enfant, lui dit-il, et ne vous tourmentez plus. Laissez-moi faire. » Elle se dirigea vers le cottage, tandis que Mortimer continuait sa route. Puis il s'allongea sur l'herbe, ferma les yeux et se concentra pour réfléchir. Johnny, Johnny. Il en revenait toujours à ce garçon qui était complètement innocent de toute l'atmosphère de suspicion et d'intrigue qui l'entourait, mais qui en était cependant le pivot. Il se souvint du bruit qu'avait fait la tasse de Madame Dismid lorsqu'elle l'avait laissé tomber. Pourquoi avait-elle été si troublée? À cause de l'allusion banale qu'il avait faite au sujet des recherches chimiques de son fils? Sur le moment, il ne s'était pas intéressé à M. Dismid. Mais maintenant, il le voyait clairement, tenant sa tasse à mi-chemin de sa bouche. Cette idée le ramena vers Charlotte, qu'elle lui était apparue quand la porte s'était ouverte la veille au soir. Elle le regardait par-dessus le bord de sa tasse. Puis vint une autre réminiscence, celle de Dismid vidant toutes les tasses en disant « Ce thé est froid ». Pourtant la vapeur sortait. Le thé ne devait pas être froid. Il se souvint d'un article qu'il avait lu peu de temps auparavant et qui racontait l'histoire d'une famille entière empoisonnée par la négligence d'un gamin qui avait laissé de l'arsenic dans un garde-manger. Le poison était tombé sur un pain.
Monsieur Dismid avait peut-être également lu ce journal. Le problème lui parut s'éclaircir et une demi-heure plus tard il se leva. Le soir était encore revenu dans le cottage. Il y avait des œufs pochés et une boîte de conserve. Madame Dismid sortit de la cuisine chargée de la grosse théière et les divers membres de la famille s'assirent autour de la table. La température est très différente de celle d'hier, remarqua Madame Dismid en jetant un coup d'œil vers la fenêtre. Oui, répondit son mari, la nuit est si tranquille qu'on pourrait entendre tomber une épingle. Verse le thé, veux-tu? Madame Dismid obéit et distribua les tasses. Mais tandis qu'elle déposait la théière, elle poussa un petit cri et appuya une main contre son cœur. Son mari se tourna et suivit la direction de son regard terrifié. Mortimer Cleveland était debout sur le seuil. Il avança d'un air aimable et dit « Je crains de vous avoir fait peur. Il m'a fallu revenir chercher quelque chose. »« Chercher quelque chose ?» répéta Dismid dont le visage était devenu pourpre et dont les veines ressemblaient à des cordes. « Je voudrais bien savoir quoi. »« Un peu de thé, » répondit Mortimer, qui sortit rapidement quelque chose de sa poche, saisit une des tasses à thé et en versa le contenu dans un tube à essai qu'il tournait de sa main gauche. « Que faites-vous » haleta Dismid dont le visage était devenu blême. Sa femme jeta un petit cri de terreur. « Je pense que vous lisez les journaux, monsieur, j'en suis sûr même. On y lit parfois le compte-rendu de l'empoisonnement d'une famille entière. Certains membres se remettent, d'autres non. Dans votre cas particulier, l'un d'eux serait mort, et on supposerait d'abord que la conserve que vous aviez mangée était fautive. Toutefois, si le médecin était d'un naturel soupçonneux, il aurait vu le paquet d'arsenic dans votre garde-manger. Il y a du thé sur l'étagère du dessous, tandis que dans l'étagère supérieure, il y a un trou. On admettrait alors que l'arsenic a contaminé le thé par hasard. Votre fils Johnny pourrait être accusé de négligence sans plus. Je ne comprends pas, haleta Dismid. Je crois que si, répondit Cleveland en prenant une deuxième tasse et en remplissant un deuxième tube à essai. Il colla une étiquette rouge sur le premier et une bleue sur l'autre. Puis il déclara. Le tube à l'étiquette rouge contient du thé provenant de la tasse de votre fille Charlotte, l'autre de votre fille Madeleine. Je suis prêt à jurer que je trouverai dans le premier 4 ou 5 fois plus d'arsenic que dans le second. Vous êtes fou, murmura Dismid. Sûrement pas. Vous m'avez dit aujourd'hui, monsieur, que Madeleine n'était pas votre fille. Vous m'avez menti. Madeleine est votre fille, et Charlotte est celle que vous avez adoptée. Elle ressemble tellement à sa mère que, quand j'ai eu entre les mains la miniature représentant cette dernière, j'ai cru que c'était le portrait de Charlotte. Vous vouliez que votre fille héritât la fortune, et, comme il vous serait impossible de cacher Charlotte, et comme quelqu'un ayant connu sa mère aurait pu se rendre compte de la vérité, vous vous êtes décidé à glisser une pincée d'arsenic au fond de sa tasse. Madame Dismid poussa un éclat de rire strident et fut prise d'une violente crise de nerfs. « Du thé, graissa-t-elle. Voilà ce qu'il a dit, du thé, pas de la limonade. »« Ne peux-tu pas te taire » hurla son mari furieux. Mortimer vit Charlotte qui le regardait les yeux exorbités. Puis il sentit une main sur son bras et Madeleine l'attira à l'écart. « Vous n'allez pas ?» Cleveland posa la main sur son épaule. « Mon enfant, répondit-il, vous ne croyez pas au passé, mais moi j'y crois. J'ai compris quelle était l'atmosphère de cette maison. Peut-être que si votre père n'y était pas venu, je dis peut-être, il n'eût pas conçu son plan. Je vais garder ces 2 tubes à essai afin de sauvegarder Charlotte, maintenant et à l'avenir. Mais je ne ferai rien d'autre, par gratitude pour la main qui a écrit SOS. » Puis il s'enfuit. Fin. J'espère que cette étrange histoire vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir et merci.